nouveauté au Sénégal, en tout cas d'après ce qui est proposé aujourd'hui. Il y a le point sur l'élection des députés de la diaspora, qui est aussi un élément nouveau. Donc tout ça, on peut dire d'un premier abord que ça concourt à la vitalité démocratique, à renforcer la démocratie au Sénégal et cette dynamique-là. Non, moi je dis on peut, si vous m'avez écouté, j'ai dit à premier abord. À premier abord, c'est ça. Maintenant, je vais poser la question à Jean-François, donc de nous éclairer, en particulier sur ces points qui relèveraient de l'innovation en matière démocratique. Une fois qu'il a parlé, vous pourrez poser vos questions. S'il vous plaît, allez-y. Vous pourrez apporter après, s'il vous plaît, parce que non, il faut qu'on avance. Ensuite, Jean-François, allez-y. Bon, sur ce que tu appelles la vitalité... Je vais donner à tout le monde la parole après. Sur ce que tu appelles la vitalité démocratique, sur en quoi je suis assez d'accord avec toi, la question, à mon avis, concerne à la fois le droit électoral, les réformes qui touchent au droit électoral, et aux réformes qui touchent aux partis politiques ou aux associations politiques. Sur le droit électoral, il me semble que participe de la vitalisation de la démocratie sénégalaise la garantie constitutionnelle qui est apportée notamment aux candidatures indépendantes. C'est une nouveauté, y compris dans le droit continental, où on ne voit pas beaucoup de dispositions de ce type-là. En principe, on peut considérer d'ailleurs que c'est une disposition dans certains pays, on considère ces dispositions comme superfétatoires parce que, de toute façon, il suffit d'accorder aux citoyens le droit de vote et d'éligibilité pour qu'ils puissent se présenter. Mais la garantie constitutionnelle peut, sous réserve naturellement de ce qui en sera fait par le législateur, puisqu'il faudra des dispositions législatives de mise en œuvre de cette garantie-là, elle peut être intéressante, notamment pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats, le candidat indépendant qui ne dispose pas des mêmes moyens que les candidats qui sont candidats d'un parti. Mais ceci, je dis bien, c'est sous réserve de la loi organique, éventuellement, qui sera adoptée pour... Donc il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas réglées directement dans la Constitution. Je dis que potentiellement, ça peut être un élément de vitalisation de la démocratie sénégalaise, à la condition maintenant que le législateur fasse son travail dans le bon sens, ou poursuive le travail dans le bon sens. Il y a également une disposition qui, à mon avis, est une disposition positivement nouvelle, qui est celle qui impose aux associations politiques, aux partis politiques, l'application, l'exercice de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et je n'ai pas vu ce type de disposition dans d'autres constitutions, sauf si je n'ai pas bien regardé, mais il me semble que là aussi c'est une innovation, au Sénégal naturellement, mais c'est une innovation aussi plus largement au-delà du Sénégal, celle qui consiste à imposer l'application du principe de bonne gouvernance non seulement aux institutions de l'État et aux institutions publiques, y compris territoriales, mais aux institutions privées que sont les partis politiques, parce que ce sont des associations à caractère privé. Donc, ceci est assez intéressant, d'autant plus que dans le projet, ce n'est pas seulement une disposition en l'air. Elle trouve sa sanction dans le fait que des malversations qui seraient contraires à ces deux principes-là pourraient conduire à la dissolution du parti. Alors j'ai une question à ce niveau-là, avant que tu poursuives. Donc c'est bien l'article 4. Hein. Oui. Est-ce que cela veut dire que, par exemple, s'il y a des malversations au niveau des partis politiques, l'OFNAC pourrait, par exemple, une institution, à mon avis, se saisir pour aller voir ce qui se passe dans les partis politiques? Un de mes premiers réflexes, quand j'ai vu cette disposition, c'était que la loi organique à venir, voire la loi qui fixe le statut de l'OFNAC et qui fixe son champ de compétences, devrait être complétée pour lui permettre d'aller vers les associations politiques pour assurer son travail de vérification, y compris de vérification non seulement des comptes, mais aussi de vérification du fonctionnement démocratique, puisque c'est de cela qu'il s'agit. La notion
je dois dire que là encore, la notion de bonne gouvernance, quand nous l'appliquons à l'État ou aux collectivités territoriales, nous voyons à peu près à quoi cela correspond. Lorsque cela s'applique à des organisations privées telles que les associations politiques, je pense qu'il faut encore approfondir la réflexion parce qu'il y a peut-être des éléments qui sont des éléments propres aux associations politiques, et puis on peut prolonger la discussion. Les partis politiques qui sont visés par la disposition constitutionnelle sont, d'un point de vue juridique, des associations d'un type particulier, ce sont des associations politiques. Qu'est-ce qui fait créer la différence au regard des autres associations, dont certaines participent à la vie citoyenne et à la vie politique? C'est le financement. Notamment. Financement public. Non, mais financement public, mais toutes les associations privées peuvent bénéficier de financement public. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, en tout cas, pour rester dans le champ de la réforme, et répondre à la question que tu posais tout à l'heure, je pense que forcément, si cette réforme est adoptée, le champ de compétences de l'OFNAC sera élargi. Alors, sur... non, oui, mais on n'a pas fini, parce que c'est à la fois... C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que le débat posé, c'est le nombre de partis politiques qu'il y a au Sénégal. La floraison des partis politiques. Quiconque se lève crée un parti politique. Et le débat au Sénégal, c'est la faculté de limiter la création du nombre de partis. Je pense qu'il y a... Et c'est par rapport à ça. À mon avis, tel que c'est rédigé, ça ne répond pas à cet objectif-là. Il y a quand même dans le contexte l'affaire Lamindia qui a été agitée, etc. Je pense que si par exemple cette disposition passe, en tout cas les institutions de l'État de contrôle pourraient regarder ce qui se passe dans les partis politiques, notamment le financement de ces partis. Le problème chez nous, c'est que maintenant, les partis, c'est eux-mêmes qui financent. La parole. Oui, non, s'il vous plaît, après je vous donne la parole. On continue sur donc le mode d'élection voilà. Il y avait le mode d'élection, donc les candidatures indépendantes. Les candidatures indépendantes, l'application des principes de bonne gouvernance aux partis politiques. Il y a bien sûr l'élection, la représentation de la diaspora. Je pense quand même que c'est une bonne mesure. Quand on est de la diaspora, on aimerait bien dans d'autres pays avoir la même chose. Mais bon, ça reste maintenant, à partir du moment où on l'a posé, il y a la question de savoir quel est le corps électoral, comment il est défini, comment, mais là on rebondit sur les questions de liste électorale, de circonscription électorale, qui sont peut-être des questions mineures, mais qui sont d'importance quand même. Et puis il y a les éléments qui concourent notamment à la définition des nouvelles méthodes de contrôle du gouvernement, mais je dois dire que pour cet ensemble-là, sur l'ensemble de ces dispositions-là, c'est... je dirais, un quitus sous réserve de loi organique, ce qui est quand même fâcheux quand on va voter. Et puis, par ailleurs, il y a des éléments de réforme qui, de mon point de vue, ne participent pas du tout de la vitalisation de la démocratie, voire même produiraient un effet inverse, mais ceci plutôt du fait d'une analyse politique de l'application des dispositions constitutionnelles. J'ai en tête en particulier ces dispositions qui garantissent, qui créent l'institution d'un chef d'opposition et qui se déclinent de différentes manières, y compris à l'Assemblée nationale. Alors, personnellement, il s'agit là d'une porte ouverte. Dans beaucoup de pays africains, on parle de chef de l'opposition, de l'institution d'un chef de l'opposition. Je ne trouve pas personnellement que ce soit un facteur très démocratique. Parce que s'il s'agit précisément de limiter le nombre de partis, c'est par ce biais-là que je vois plutôt la limitation du nombre de partis. Et puis surtout, politiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on installe, en vue d'élections futures, un parti et son chef dans une situation davantage fondée sur des élections passées. Et qui peut jurer d'une élection à l'autre que le parti qui a gagné ici, à telle élection, gagnera encore plus tard. C'est une manière de consolider certains partis politiques
je ne sais pas lesquels, de consolider certains partis politiques en se fondant sur des résultats qui sont des résultats ne valant que pour un mandat et qui doivent être renouvelés. Mais ça, c'est la position que je n'ai pas seulement pour le Sénégal. À chaque fois que cette question a été évoquée, on l'a évoquée à un moment au Burkina Faso, on l'a évoquée à d'autres moments dans la nouvelle constitution congolaise, on l'a évoqué également. Et puis, quand on regarde dans le continent, la plupart de ceux qui ont évoqué cela, c'était des présidents qui avaient envie d'avoir des chefs d'opposition un peu avec eux. Une alliance, une forme d'alliance, par le confort offert et par l'avantage offert par la position. Je ne suis pas d'accord avec vous. Hein? Je suis pas d'accord. Oui, vous pouvez. Mais après, vous pouvez. Non, mais je dis d'autant plus qu'ailleurs. Hein? Mais personnellement, je ne trouve pas que l'installation d'un avantage à un parti politique constitue un élément d'approfondissement de la démocratie. Moi, je serais plus partisan d'un point de vue politique, c'est l'argument politique. Moi, je serais plus sensible et je considérerais comme plus équitable une organisation fondée sur l'exercice du pouvoir parlementaire à travers notamment l'aménagement des groupes politiques, etc. Je précise que ce qu'il est en train de dire ne concerne pas forcément le président Macky Sall. Cette constitution, elle va traverser les générations. Donc ne le prenez pas comme ça. Écoutez, attendez, je n'ai pas décliné mon identité encore. Non, je ne parle pas de vous, je parle de globalement. D'accord? On est en débat intellectuel là. Oui, c'est un débat intellectuel. Sur la question des membres du Conseil constitutionnel, alors, sur la question des membres du Conseil constitutionnel, je finis, mais ensuite j'aimerais bien qu'on échange. Sur la question des membres du Conseil constitutionnel, pour moi, c'est une question un peu différente. C'est une question à la fois différente et qui participe du thème que je viens d'aborder. Je ne peux pas aborder la question du Conseil constitutionnel sans mettre en balance les nouvelles compétences, les compétences du Conseil constitutionnel, et notamment cette innovation capitale que constitue ce qu'on appelle ici la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire la possibilité de soumettre au Conseil de constitutionnalité les lois déjà votées et en vigueur, et dans le cadre des procédures qui se présentent notamment devant les cours d'appel et devant la Cour suprême. Donc c'est une innovation juridiquement incontestable. Mais c'est une innovation qui va très très loin, en ce sens que la législation, comme on le voit en France d'ailleurs, cela a permis au Conseil constitutionnel de revenir parfois sur des lois qui sont des lois de 1800, qui sont encore en vigueur aujourd'hui, et qui ont pu, entre-temps, créer des situations acquises, ou des droits acquis. Donc, c'est une question qui est complexe, et c'est surtout une question qui peut entraîner, cela met le Conseil constitutionnel dans une obligation d'assurer une plus grande stabilité par l'équilibre de ses décisions, une plus grande stabilité de l'ordre juridique. Parce que ce qui est remis en cause, ce sont des lois qui étaient en vigueur, et toutes les lois, en principe, sont susceptibles de faire l'objet de ce type de recours. Et du coup, on se pose l'autre question. Ne peut exercer, de mon point de vue, ce type de compétence et ce type de pouvoir exorbitant de la manière la plus satisfaisante dans un état de droit qu'une juridiction constitutionnelle dotée de l'indépendance nécessaire et de la capacité nécessaire. D'où le rebondissement sur la question de la composition du Conseil constitutionnel. Et de ce point de vue-là, il y a bien sûr une avancée par rapport à la situation actuelle. Le passage de 5 à 7. Ah bon? Avec 5 Non, attendez. Je n'ai pas fini. Il y a une évolution. Il y a une évolution arithmétiquement incontestable. Alors, on va réagir. Hein. Allez-y. Attendez, il finit d'abord. Il y a une évolution arithmétiquement incontestable, mais
qui ne répond pas aux deux exigences que j'ai posées tout à l'heure, parce que dans le schéma de demain, à supposer que cette disposition soit acceptée, il y a 5+2. Il faut revenir aux dispositions sur le mandat, dont l'objectif est quand même, notamment le quinquennat aura pour conséquence d'installer et d'approfondir le système majoritaire dans ce pays qu'est le Sénégal. Sauf hypothèse de cohabitation, nous auront deux autorités qui appartiennent à la même majorité qui vont nommer tous les membres du Conseil constitutionnel. Ça, c'est une évidence. Et on ne peut que le souhaiter pour que les institutions du Sénégal marchent. Il faut que le président puisse s'appuyer sur une majorité parlementaire dont le chef de majorité sera président de l'Assemblée. Et une majorité constitutionnelle. Donc, du coup, il me semble quand même que l'innovation perd de sa capacité d'innovation, si on peut dire, de sa capacité d'innovation par le fait que l'institution qui est chargée de mettre en œuvre cette disposition et qui est appelée éventuellement à remettre en cause des lois qui sont l'expression des politiques qui ont été menées par les majorités en question, ne pas disposer de la liberté nécessaire à l'égard du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif qui participent d'une même majorité, je trouve que c'est un élément qui peut conduire à une neutralisation de l'innovation considérable pour les citoyens, qui est la question prioritaire de constitutionnalité. Je tiens d'abord à me présenter. Je suis Oumar Kane, membre fondateur du collectif Souveraineté panafricaine. C'est un collectif qui regroupe plus de 30 pays ici en France, en fait, avec toutes les problématiques de constitution qu'on a. Mais un peu, parce qu'aujourd'hui en Afrique, les constitutions sont utilisées par les pouvoirs autoritaires pour rester en place. Ça, c'est la réalité. Celui qui prétend que c'est une question juridique ou technique, non. Aujourd'hui, les régimes autoritaires en Afrique utilisent le droit pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Donc, c'est le cas au Burundi, au Congo, au Burkina, peut-être au Rwanda, au Togo, en fait, tous les pays africains. Donc, le Sénégal n'est pas une exception, nous ne sommes pas des ovnis. Cette modification constitutionnelle s'inscrit dans un cadre purement politique. Donc, faut pas être lucide. Donc, aujourd'hui, c'est pas un caractère impérieux, c'est pas les institutions qui vont peut-être développer le Sénégal. Donc, où est-ce qu'elle se fait dans un cadre hors politique? Non, tout est politique de toute façon. La modification elle-même, elle est politique parce qu'on discute depuis tout à l'heure sur l'article 27. L'article 27, elle est politique parce que l'article 27 est sujet à interprétation. Moi, je ne suis pas d'avis du monsieur qui parlait tout à l'heure. C'est son interprétation. Une autre personne a une autre interprétation. Donc ça, c'est des problématiques latentes qui vont frapper le Sénégal. Donc cette disposition n'est pas bonne. Elle n'est pas claire. Une constitution n'a pas besoin de l'interpréter. Elle doit être claire. Quelle disposition n'est pas bonne? L'article 27, elle n'est pas bonne. Donc tout le monde se pose la question, est-ce que le mandat en cours fait partie ou pas? Ça, c'est une question importante. Parce que c'est une question qui concerne même le président de la République. Parce qu'une constitution, elle est faite pour les élites, pour les gens qui souhaitent conquérir le pouvoir. Donc ce n'est pas le cultivateur qui va s'intéresser à la Constitution. Justement, c'est donc, la Constitution aujourd'hui, la Constitution ne concerne que les élites. C'est une discussion d'élite. Ceux qui discutent la Constitution, c'est les gens qui souhaitent prendre le pouvoir. La Constitution dit le président de la République a telle compétence. Donc, nous qui sommes ici, nous nous considérons comme élites parce que nous discutons de la Constitution. Donc voilà, donc autre chose. S'il vous plaît. Par rapport à ça, j'ai pas fini. On continue, pas fini. Par rapport à la candidature indépendante, on n'a pas besoin d'en discuter pendant 1 heure. On sait lire, c'est pas très compliqué. Par rapport aux autres droits que les nouvelles dispositions nous dit, par exemple, sur les associations, les partis politiques, pour moi, c'est de la redondance. Ça ne sert à rien parce que le préambule de la Constitution au Sénégal dit, voilà, érige des principes d'égalité, de respect, tout ça. Donc, dire que les partis doivent respecter l'égalité des races, tout ça, c'est de la redondance qui ne sert à rien. Pour dire qu'aujourd'hui, la problématique aujourd'hui, c'est des questions qui concernent les mandats, le nombre de mandats, comment faire pour être élu ou pas.
Donc Bon, tout le le reste... professeur n'est pas d'accord sur sur le ce dernier, point-là. sur mais, le dernier point seulement, je ne suis pas d'accord avec vous parce que les dispositions, les partis politiques vont sentir, si ça passe, vont sentir leur vie changer, ne serait-ce que parce qu'il y aura un contrôle sur leur gestion financière, sur les procédures d'élection, sur les procédures de désignation des membres, notamment. Voilà. Mais et ça, c'est quelque chose d'important. Oui, Et oui. financé. Donc ça, on ne sait pas ce qui va se passer, ça dépend des lois, des décrets d'application. Allez-y rapidement. Parce que lorsque la Constitution dit Sur la base des résultats aux élections. application par les partis politiques du principe de non-gouvernance sous peine éventuellement de dissolution, il y a la sanction qui est constitutionnelle. À en discuter d'abord. Troisième élément, voilà pourquoi je ne m'associe pas à ce référendum, c'est cette forme d'empressement qui nous empêche de discuter, de clarifier certaines discussions pour que même s'il y a avancée démocratique, qu'on puisse mettre des dispositifs qui soient des dispositifs de vigilance. Voilà. Ben, il faut quand même donner son avis. Moi j'avais une question prioritaire, pas prioritaire, mais une question préliminaire à poser au professeur. Est-ce que dans votre expertise, est-ce que vous avez souvenance dans le droit comparé constitutionnel qu'un législateur puisse prévoir une loi qui peut s'appliquer immédiatement? Ça, c'est votre première question. Qui peut s'appliquer immédiatement Voilà, dans quel sens non, comme le droit, par exemple, est-ce que dans le cadre de l'article 103 oui. après le président de passé, est-ce que là, on ne pouvait pas prévoir une loi expressément rétroactive? Une loi ou une disposition constitutionnelle qui dit que le président élu fait un mandat de 5 ans. Ben, pour moi, les prémices sont dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce que le peuple peut faire par voie référendaire, il peut le défaire par voie référendaire. Je n'ai pas voulu participer, je n'ai pas voulu participer à cette discussion-là parce que elle comporte des éléments d'ordre politique sur le Waharet, comment vous dites ça, auquel je ne veux pas participer, mais ce que le peuple a fait, il peut le défaire naturellement. Et il me semble, puisque vous m'y obligez, je l'avais déjà dit à SOS Casamance, donc je peux le redire ici, et je l'avais même dit sur la chaîne TFM, quand j'étais à Dakar, il y a deux plans pour raisonner sur cette situation de mon point de vue. Il y a un problème politique, né d'une parole politique, donnée lors d'une campagne, qu'on apprécie comme on veut. Il y a une manière politique d'y répondre. Et le droit ne s'y oppose pas dans le cas du droit constitutionnel sénégalais, c'est la démission. Rien n'empêche un président, d'ailleurs la question se présente maintenant sous à peu près la même configuration au Cameroun, où on essaie de nous expliquer que le président ne peut pas démissionner parce que sinon, il y avait une manière de répondre à cela, c'est de dire j'ai pris l'engagement, moi, de ne pas faire les 7 ans, c'est un engagement politique, j'y réponds politiquement en prenant ma responsabilité politique, je démissionne. J'engage ensuite la procédure, si jamais vous me réalisez, ou etc., j'engage la procédure. La deuxième, qui là, on entre sur le terrain juridique, et c'est là que l'argument de la, pour moi, l'argument de la non-rétroactivité de la loi constitutionnelle ne tient pas, parce que ça voudrait dire quoi, au final? Ça voudrait dire que, en postulant, en posant cela comme un principe général de droit, il y aurait quelque chose au-dessus du constituant qui l'empêcherait de donner une certaine portée à sa propre volonté. Et ce constituant, c'est qui? C'est le peuple. Il y a quelque chose qui, moi, me gêne. Maintenant, voilà, je m'arrête. Professeur, sur la question de la QPC, l'exception. Oui, oui, oui. Si vous regardez bien le point sur la réforme, on dit que ça peut être soulevé
que devant la Cour d'appel. Oui. Donc, quid des juridictions de premier degré? En la matière, je dois dire qu'il y a, dans ce type de dispositif, y compris ici en France, des choix qui sont des choix d'opportunité. Et qui sont des choix qui procèdent aussi d'une idée de la rationalisation des moyens que l'État peut mettre à disposition ou de l'utilisation que pourraient en faire les justiciables. En France, par exemple, cela commence au premier degré, mais vous avez un système de filtrage qui fait que à peine 1/100 des recours arrivent devant le Conseil constitutionnel. Et encore, le Conseil constitutionnel a une jurisprudence de politique jurisprudentielle, qui conduit encore à réduire, pour une raison qui se comprend très très bien matériellement. La réforme constitutionnelle et la loi organique n'ont pas entraîné de réforme du Conseil constitutionnel. Le nombre de membres n'a pas augmenté. Le Conseil constitutionnel ne siège, ici en France en tout cas, le nombre de membres n'a pas augmenté. On n'a pas augmenté, en plus, on n'a pas rendu obligatoire la compétence juridique pour y siéger, ce qui veut dire quand même que, bon, il est moyennement efficace d'un point de vue juridique, sauf à recruter des juristes qui l'aident. Et puis surtout, c'est une institution qui ne siège pas en permanence. Donc, il faudrait l'accompagner d'une réforme de l'institution qui permet de donner les moyens de faire face à l'afflux de recours, parce que entre le contrôle qui est exercé aujourd'hui et qui est en contrôle a priori, le nombre de saisines qui est fait du Conseil constitutionnel, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, de ce point de vue-là, le Sénégal ne déroge pas beaucoup. Le Conseil constitutionnel est saisi très exceptionnellement, mais cela se comprend, parce que les autorités qui doivent saisir le Conseil constitutionnel, comme je l'expliquais tout à l'heure, participent de la même majorité et ne vont pas se dédire à chaque fois en disant au Conseil constitutionnel, voilà, ce que nous venons de voter comporte peut-être des vices de constitutionnalité. Donc c'est positif. Donc cette procédure est positive parce qu'elle permet ensuite aux citoyens, lorsque ce premier niveau de responsabilité a failli, il permet aux citoyens d'aller devant le Conseil constitutionnel. Mais vous imaginez bien que c'est lourd de sens. Des lois qui se sont appliquées aux Sénégalais, voire depuis les indépendances, et qui sont en vigueur aujourd'hui, peuvent se retrouver devant le Conseil constitutionnel pour le respect des droits et libertés. Mais déjà, c'est un problème. Non, mais on évite le monologue. C'est pour ça que je plaçais ça dans le cadre des avancées démocratiques. S'il vous plaît. Donc en clair, en fait, aujourd'hui, quand la loi est votée à l'Assemblée nationale, avant qu'elle soit promulguée, on peut vérifier la constitutionnalité des lois. Or, avec la nouvelle réforme, n'importe quel citoyen, par exemple en cour d'appel, comme ça a été cité, peut très bien, s'il a été jugé et qu'il estime que ce jugement lui est défavorable pour X raisons, peut saisir le Conseil constitutionnel pour qu'on vérifie la constitutionnalité de cette loi qui est appliquée depuis 1960 peut-être. C'est ça la nouveauté. Et ça ne change pas grand-chose que ça soit seulement au niveau de la peine. Je crois que c'était ça votre question. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je m'appelle Céline Khassim Koulibaly, donc je suis membre de la COJER de France, donc je suis dans le bureau en tant que chargé de communication et je suis aussi juriste. Donc ce débat m'interpelle beaucoup. En fait, avant de parler de la Constitution, Zakaria venait de le signaler, il n'y a qu'à voir la façon dont les uns et les autres sont interrompus dans leur prise de parole pour savoir que nous n'avons pas un problème de constitution, mais un problème de discipline. Donc, par rapport concrètement à la décision de Macky de suivre l'avis du Conseil constitutionnel, qu'il a qualifié dans son discours comme une décision. Ça n'était pas le cas. Mais on peut très bien comprendre que c'était à dessein. Moi, j'avais écrit un petit texte en disant que même si cette décision du président de la République de suivre l'avis du Conseil constitutionnel était légale, était légitime, c'est une décision qui manquait d'éthique. Elle manquait d'éthique. Donc, Macky Sall, en suivant cette décision,
à mon avis, à mon humble avis, a manqué d'éthique dans son choix. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui a fait que beaucoup de personnes se sont manifestées et ont critiqué ce choix. Ce qui veut dire tout simplement que le droit ne peut pas tout faire. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres valeurs pour les personnes, pour les citoyens, qui sont beaucoup plus importantes que le droit. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir une vision axiomatique du droit pour parler comme Noam Chomsky et d'autres penseurs du droit. Maintenant, concrètement, il a suivi, donc nous sommes obligés d'aller avec ce qu'il a fait. Concrètement, en lisant tous les points, tous les 15 points de la réforme constitutionnelle, toute personne honnête doit pouvoir reconnaître que c'est une révision qui va dans l'intérêt du pays. Je suis honnête, mais je ne pense pas. Oui, oui, d'accord. Poursuivez. C'est un peu trop. Donc, notamment à propos de la création de représentants parlementaires à l'étranger, c'est des innovations qui sont très importantes. La question prioritaire de constitutionnalité, cher professeur, quelles que soient par ailleurs vos inquiétudes sur ses effets plus tard, constitue un gage de liberté, voilà, pour faire avancer beaucoup de choses, et même une façon de vivifier l'administration et la justice sénégalaise. C'est mon point de vue. Maintenant, vous avez parlé de l'intangibilité de 2 points, hein, de certains points, et que vous disiez que cette intangibilité, vous n'en voyez pas trop l'opportunité, puisque en fait, une modification pourrait être faite. Non, je n'ai pas dit que je n'en voyais pas l'opportunité, mais je disais simplement que de mon point de vue, il n'y avait pas une intangibilité au sens d'une interdiction totale de modification, parce qu'il est toujours possible. Et c'est là où je voudrais intervenir en apportant quelques éléments de la doctrine, le doctrinaire en fait, du droit public, qui disait qui distingue le pouvoir constituant originel et le pouvoir constituant dérivé. En l'occurrence, la réforme actuelle nous met en face devant un pouvoir constituant dérivé, puisque ce pouvoir de révision dérive d'une disposition constitutionnelle déjà établie. Alors, cette distinction nous permet de dire, oui, en effet, l'intangibilité de ces dispositions est très importante. Pourquoi? Parce que le pouvoir constituant originaire qui date des indépendances, c'est un pouvoir qui, comme on vient de le dire, qui se crée au moment d'indépendance, ou après un coup d'État, ou après une révolution extraordinaire, et donc c'est un pouvoir constituant. Donc aujourd'hui, ces dispositions considérées comme nous pouvons faire l'objet d'une révision constitutionnelle, comme la forme républicaine du gouvernement l'est, ces dispositions-là peuvent éventuellement être modifiables s'il arrivait qu'un coup d'État intervienne. Je ne le souhaite pas. S'il arrivait qu'un événement extraordinaire intervienne. Et donc la garantie de l'intangibilité, pour moi, est très importante, puisqu'elle consiste à dire que demain, le pouvoir constituant dérivé ne peut pas, de son propre gré, modifier ses dispositions. Par contre, s'il arrive des choses extraordinaires, des calamités, on pourrait les modifier. Ça, c'est un truc qui me semble important. Maintenant, je termine par ce point. Voilà, je termine par ce point. Maintenant, quelqu'un a dit que notre constitution était une affaire d'élite. Elle ne devrait pas l'être. Notre constitution est une affaire d'élite. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, est-ce que notre constitution nous reflète en tant que Sénégalais? C'est ça. Nous avons des constitutions héritées des institutions de la Ve République française. Donc, en fait, et à ce sujet, moi, je me souviens avoir proposé à l'époque, lorsque je faisais un mémoire de Master 2, à mon directeur de recherche, de faire des recherches sur l'idée de loi fondamentale dans l'histoire de la pensée juridique africaine. Et quand j'ai engagé mes recherches sur ce sujet, je me suis retrouvé, je me suis rendu compte que finalement, je faisais de l'anthropologie juridique, puisque tout simplement, je n'arrivais pas à trouver de documents concrets pour traiter ce sujet. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Au bout de quelques mois de recherche, j'ai renoncé à mon sujet, puisque j'avais que 6 mois pour faire mon mémoire. Donc, j'ai renoncé à mon sujet pour faire autre chose. Donc, ce qui veut dire tout simplement que nos constitutions ne nous reflètent pas. Et donc, il faudrait approfondir à l'avenir la réflexion sur les réformes constitutionnelles de façon générale
pour construire des constitutions qui nous reflètent. Pour terminer, je pense que c'est une très bonne réforme et qu'il faut voter une. Merci. S'il vous plaît, droit de réponse rapide de la part de... Oui. Très rapide sur la question de la distinction entre pouvoir constituant dérivé et pouvoir constituant originaire. Sur la description, nous sommes d'accord, mais c'est sur les conséquences à en tirer que nous ne sommes plus d'accord. De deux choses l'une. Soit on considère que le pouvoir d'extraire du champ de la révision est un pouvoir qui n'appartient qu'au pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire au peuple non institué, comme dans la Constitution, à l'occasion des changements, des circonstances plutôt troubles, de changements. À ce moment-là, il faudrait admettre qu'aujourd'hui, le fait d'avoir confié au peuple institué, par le biais d'une procédure de révision, cet exercice-là de sanctuarisation, c'est avoir confié à une institution, ou en tout cas à une instance qui n'a pas la compétence, parce qu'il n'est pas pouvoir constituant originaire. On ne peut pas, si on reste d'un point de vue théorique, on ne peut pas confier à un pouvoir dérivé, j'ai l'habitude de dire toujours que le peuple, il y a peuple et peuple. Il y a, dans nos constitutions, nos chefs d'État se réfèrent toujours au peuple en disant le peuple est souverain. Le peuple qui est indiqué dans la Constitution est un pouvoir institué comme l'est le président de la République, comme l'est le Parlement. C'est-à-dire qu'il voit sa forme prescrite par la Constitution, ses compétences prescrites par la Constitution, voire la procédure à suivre, notamment la procédure de révision, est prescrite par la Constitution. C'est donc un peuple limité par le pouvoir constituant originaire qui est le véritable peuple non institué, qui reste dans un certain nombre d'hypothèses simplement hypothétiques. Hein. On ne peut pas confier à celui-ci le soin de prendre des dispositions dont on estime que ceux qui vont le suivre, en restant la même institution, ne peuvent plus y toucher, et que seul le pouvoir constituant originaire peut y toucher. Ce n'est pas possible. C'est confier un pouvoir dépassant la Constitution à une institution de la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle moi je disais tout à l'heure que ce que le peuple institué par la voie de la révision a posé, le peuple institué par la voie de la révision peut le faire. C'est de ce point de vue-là. Et juste un dernier point pour dire que vraiment tout le plaisir que j'ai à être avec vous ici, et je dirais presque un bonheur d'Africain à entendre ce qui est dit ici et là sur nos constitutions. Avec Daouda, nous en avons discuté quelques fois. Je pense qu'il est temps que nous pensions notre constitutionnalisme à partir de ce que je disais tout à l'heure. Moi, la définition de la Constitution, c'est simplement que c'est l'expression du génie d'un peuple. On peut en donner d'autres définitions, mais la définition qui, pour moi, résume fondamentalement ce qu'est cet acte, c'est cela. Merci. Et personne ne dira qu'en Afrique, nous n'avons pas de génie. Nous pouvons... Et l'autre définition que je donne aussi, parfois, c'est plus prosaïque, mais qui rejoint celui-ci, qui est que, pour moi, la Constitution est une manière de donner une réponse juridique collective à des problèmes collectifs ou à des enjeux collectifs nationaux ou peut-être plus larges. Et quand on reprend l'histoire des constitutions, je n'ai pas le temps de le faire ici, même des constitutions françaises, la Constitution de 1958, je le disais la dernière fois, c'est la réponse à la crise de la 4ème République, au fait que la guerre d'Algérie est arrivée à ce moment-là et que nous avions un exécutif qui était inerte, et toutes les institutions de la 5e République ont été une manière de dire plus jamais ça. Et quand on reprend les institutions de la 4ème République, c'est la même chose. C'est la réponse d'une société donnée à ses enjeux fondamentaux et à la manière dont ces institutions fonctionnent, en partant d'un postulat toujours positif de l'être humain à vouloir améliorer ces institutions. Et nous allons copier de l'autre côté, mais ce que vous dites là est vrai pour nous tous. Hein. Nous allons copier, et nous avons des juristes qui pensent qu'il y a un modèle. Et que ce modèle-là, nous devons le copier. Bon, je m'arrête là. J'espère seulement que nous nous retrouverons dans d'autres discussions. J'en suis même sûr, parce que je pense qu'il est peut-être temps que nous commencions à y
réfléchir, quitte à ce que ça ne s'applique pas, mais au moins qu'on fasse avancer le chemin. C'est un échange très intéressant. Je vais vous donner la parole. Et en des termes simples, simplement, le peuple fait naître la Constitution, qui elle-même, cette Constitution, fait naître le Conseil constitutionnel. Donc je pense que c'est un principe quand même de base, au-delà de tout ce qui est trouble politique ou d'État, etc. Quand même, ça reste le principe de base et je pense qu'il faut inscrire ça dans cette dynamique-là, ce qui est dit. Merci. Ici. Et d'ailleurs, juste pour dire que, incident, hein, nous avons dans ce cadre-là, personnellement, je trouverais qu'il serait intéressant que nous réfléchissions, nous, au statut constitutionnel, notamment dans le cadre de la théorie du pouvoir constituant que nous avons évoqué. Les conférences nationales, c'est quoi? Ce que vous avez réalisé au Sénégal, les assises nationales, par rapport à cela, c'est quoi? Est-ce que ça rentre dedans ou pas? Nous avons des phénoménologies en Afrique, mais sur lesquelles nous ne réfléchissons pas pour les qualifier et leur faire produire un effet dans ces processus-là. Parce qu'on pense que le peuple, c'est forcément comme ça se passe ailleurs. Mais nous avons des phénoménologies qui nous sont propres sur le continent et ça serait peut-être l'occasion de réfléchir et ça pourrait être peut-être une solution. En tout cas, c'est un échange très très intéressant et à poursuivre. En invitant tout le monde à réfléchir sur les enjeux des réformes, c'est pour qu'on puisse analyser la portée, la stratégie de ces enjeux et aussi faire un choix éclairé. Tout à l'heure, je crois que pour juste lever l'équivoque, les jeunes de la COJER n'ont pas dit que Macky n'a pas d'éthique, il faut l'éviter. Ah oui, en tout cas. Voilà. Et en ce qui me concerne, mon point de vue, c'est que l'éthique et la morale, notre constitution ne saurait ignorer ces principes. Le respect de la constitution, ce n'est pas un manque d'éthique. Parce qu'aussi on est en république. Maintenant, il y a une chose. Soit nous sommes dans nos... On sort carrément des cadres républicains, on met de côté nos lois et on prend d'autres valeurs qu'on élève comme institution. Donc ça revient à l'idée, il faudrait que les constitutions nous reflètent. Déjà, il y a certains qui ont donné, par exemple, un point de vue sur le Warlock. Je crois que là n'est pas l'enjeu. Et il faudra déconnecter la question du référendum de la personne du président Macky Sall. C'est le Sénégal. Non, difficile. Non, ça sera. Il faut prendre de la hauteur. Et ça, c'est pas difficile. Il faut déconnecter. Quand il arrivera maintenant les élections législatives ou présidentielles, chacun, on n'appellera même pas à une sorte de rencontre de ce genre, chacun ira faire campagne. Et le peuple souverain va se prononcer. Ce n'est pas Émile qui détient les voix. C'est le peuple qui choisit. Et il a choisi un homme, laissons-le gouverner pendant son mandat, et ensuite on reviendra. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Attendons 2019 et on va... Enfin, 2017, les législatives d'abord, et puis ensuite on verra. En ce moment-là, le peuple va se prononcer par rapport à ce que nous croyons, personnellement ou collectivement. Si le nom l'emploi. Non, je ne sais pas. Vous savez, depuis tout à l'heure, je n'ai pas entendu quelqu'un dire, parmi les 15 points qui ont été avancés, que ceci constitue un vrai recul. Voilà. Donc, j'étais sur les 15 points. Je disais que ce que j'ai remarqué, qu'est-ce que les gens disent en réalité? Ils ne disent pas que ce n'est pas bon, mais ils disent peut-être, si par exemple on représente la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne va pas refléter l'ensemble des préoccupations qui étaient le combat de certains anciens, de certains aînés. Ça, c'est aussi. Qui peut le doute? Quand je doute, j'existe. Je crois que c'est un philosophe qui le dit. Je pense. On peut douter. Ou bien quand je pense, je suis. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, quelle que soit la crédibilité que vous pouvez incarner aujourd'hui, je peux douter de ce que vous dites si je veux. Bien sûr. Comme nous aussi. Donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, les lois qui sont, enfin, les propositions qui sont faites dans le sens de consolider notre démocratie, qu'il y ait du contenu qui met en œuvre totalement cela. Et le combat là, ce n'est pas le combat de l'APR, ce n'est pas le combat du PS, ce n'est pas le combat du PDS, c'est le combat de tout le monde.
C'est ça le combat. Ils peuvent aller plus loin quand même. On peut aller plus loin. Sauf que quand même, la démocratie ne se décrète pas. C'est une histoire. C'est juste qu'il n'y a pas d'intention. Il faut, étape par étape, qu'on puisse quand même prendre des éléments, leur donner un sens et ne pas trop embrasser pour ne rien faire par la suite. Il réagit, c'est lui. Pour finir, finalement, je vais lancer un appel pour finir. Et le reste, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, disséquer l'ensemble des 15 points avant le 20 mars. Et je crois que le caractère de cette réforme-là doit nous pousser à taire nos égos et éviter, ou bien d'étouffer surtout, les murmures partisans pour l'intérêt fondamental de la nation. Je crois que je terminerai par là. Merci. Merci. Et ça va dans le sens de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire éclairer, etc. Oui, Monsieur Faye, allez-y. Moi, en tout cas, je ne voulais absolument pas prendre la parole. Hein. Je vous le précise, et je n'ai pas l'habitude de le faire, surtout lorsqu'il s'agit d'un débat d'intellectuels. Je ne me considère pas. Exactement. Et donc, ce que je vais dire, c'est tout simplement de vous dire que je suis responsable des jeunes, socialistes, et je vote oui. Oui, pour que ce soit clair, et qu'on ne revienne pas dessus. Je vote oui parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le calendrier. Le calendrier de 2017, ça ne m'intéresse pas. Même si je m'y préparais avant. Je fais partie des personnes qui ont critiqué Macky Sall sur la morale. Mais à un certain moment, il faut savoir ce que l'on